à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors ce soir, je suis ravi parce que c'est une nouvelle émission que nous faisons avec notre ami Jocelyn F. Keller. Jocelyn, comment vas-tu? Écoute, bonjour. Bah, écoute, ça va bien. Ça va bien. Moi, je suis toujours content parce que je sais qu'à chaque fois qu'on fait une émission avec toi, c'est toujours une émission super intéressante et ce soir, d'autant plus. Ce soir, d'autant plus. Alors, ce que je te propose, Jocelyn, on va peut-être un petit peu rappeler pourquoi on vous propose cette émission ce soir. On va faire une émission sur la rencontre très étonnante d'un certain Carl Higdon. Et ce que je te disais en off, Jocelyn, je crois que tu es le premier Français à avoir parlé de ce cas. C'est dans cet ouvrage-là, Affaires étranges, pardon. C'est dans ce livre que tu parles du cas de Carl Higdon. Et on disait en préambule que c'est quand même très étonnant parce que, à la différence de Travis Walton, des époux Hill, il y a vraiment des choses matérielles très troublantes. Mais ce cas ne semble pas plus médiatisé que ça. Comment tu l'expliques ? Écoute, je ne sais pas parce que je trouve que moi, quand je l'ai choisi pour le mettre dans mon livre, je me suis dit, mais c'est une affaire absolument extraordinaire qui m'a plus fasciné que celle de Travis Walton, par exemple, ou que d'autres qu'on connaît bien. Pas Valençol, hein. Valençol reste c'est encore autre chose, Valençol, intouchable. Mais voilà. Mais non, mais sérieusement, c'est une histoire qui est d'abord passionnante à suivre, et puis on a des indices. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui nous raconte une histoire mais hallucinante, et en même temps il y a alors des indices. On va voir. Est-ce qu'on peut appeler ça des preuves? Je ne sais pas. On est à mi-chemin entre l'indice et la preuve. C'est quand même un peu léger comme preuve, mais il y a quelques petits éléments comme ça qui, mis bout à bout, font que l'histoire devient quand même très troublante. Ouais, alors pourquoi on parle aujourd'hui de Carl Higdon? Parce que, hélas, ce pauvre Carl Higdon est décédé au début de l'année, le 26 janvier 2022. Voilà, je l'ai appris totalement par hasard. En fait, je suis en train de faire la mise à jour des affaires étranges du livre que tu as montré tout à l'heure. Donc le livre va ressortir l'automne prochain. Voilà, dans une version un peu augmentée. Et j'ai retravaillé donc le dossier Higdon en rajoutant des petites choses que j'avais trouvées entre temps, et notamment apprendre le décès de ce monsieur. Ce qui est intéressant, j'y reviendrai après, mais ce qui est intéressant, c'est que il est décédé et jusqu'à la fin, il n'a pas changé un iota de sa version. Il a fait encore une émission sur une web radio, une web radio américaine il y a quelques années, dans laquelle il sortait exactement la même histoire qu'il a racontée au milieu des années 70. Parce que je me rappelle que c'est une histoire qui se passe en 74, mais on va y venir effectivement. Exactement, en 74. À la différence d'un Travis Walton qui fait l'Amérique en long, en large et en travers, Carl Higdon ne semblait pas vraiment chercher la médiatisation. Pas du tout. Toi-même, tu as cherché à rentrer en contact avec lui et au final… Je l'ai retrouvé un peu par hasard parce qu'il y avait des articles, tu sais, aux États-Unis, ils aiment bien dans des petits journaux parler de gens du coin et tout. Et j'ai donc trouvé un Carl Higdon. Alors je me demandais, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Mais comme il était, il y avait le nom de sa femme et c'était aussi le prénom que j'avais. Enfin, il y avait tellement de points communs que je me suis dit que c'est lui. Et je l'ai retrouvé effectivement au fin fond du Texas. C'est là d'ailleurs où il est décédé. Mais entre-temps, entre les années 70 et cette trouvaille qui date de l'an dernier, il a bougé énormément en fait. Il travaillait dans l'industrie pétrolière et il bougeait en fonction de son boulot et il a habité dans 6 ou 7 États américains. Enfin voilà. Et en fait, ce que je propose peut-être, c'est de mettre la photo de Carl Higdon. Alors, oui, bien sûr. On va dire la photo la plus récente peut-être que tu aies trouvée. Oui. Elle doit dater, elle doit pas avoir plus de 2 ans, je pense, parce que là il est très très âgé et c'était sur. Je crois que c'est la photo qui accompagne son avis nécrologique, donc je pense que c'est vraiment une photo qui a été donnée et qui correspond à voilà. Il est bien au Texas, avec la ceinture, on voit bien, Dallas. Oui, c'est vrai. Le petit détail qui est. C'est acté. Absolument. Voilà. On peut peut-être commencer par dire en fait qui il est ou. Juste avant de commencer, toi, justement, parce que encore une fois, je pense que tu es le seul, ou en tout cas, ça c'est sûr, le premier Français à parler de ce cas-là. Comment tu l'as découvert, ce cas?
Eh ben, écoute, je l'ai découvert. C'est une bonne question. Dans un article que j'ai trouvé en cherchant sans doute quelque chose d'autre. C'est toujours un peu le cas. Ouais, ça doit être une autre histoire d'OVNI. Et je suis tombé sur cette histoire qui m'a un peu intrigué. Et après, à chaque fois que je vois une histoire, j'essaie de voir s'il y a suffisamment de choses à raconter et si elle a l'air suffisamment convaincante. Exactement, exactement. Et là, en tirant le fil, tu t'es dit, tiens, je crois qu'on a un dossier quand même. Oui, je crois qu'on a quelque chose parce que l'histoire, elle est quand même assez fascinante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement. Alors effectivement, moi, je te laisse le volant, effectivement, par rapport à cette histoire qui, moi, encore une fois, me passionne, quoi. Je veux dire, à chaque fois, c'est un régal de parler de ce dossier quand même. Voilà. Juste Jocelyn, alors effectivement, c'est un cas que vous connaissez peut-être pas. On va juste rappeler, Jocelyn, que grâce à toi et grâce à ce livre, bien l'équipe d'enquête paranormale a travaillé sur ce dossier, qu'il y a une capsule complète qui est tournée sur Carl Lindon et elle fait partie des nombreuses capsules, on peut dire, qui n'ont pas encore été diffusées par C8. Voilà, il y a quoi, une dizaine d'épisodes, je crois, qui n'ont pas encore été diffusés. Moi, je crois que j'ai participé entre 10 et 12 capsules. Ouais, moi aussi. Donc, qui n'ont jamais été diffusées, tu vois. Donc, voilà. Pas encore, on va dire. Gardons espoir, qui n'ont pas encore été diffusées. Exactement. Et, bon, vous savez qu'il y a une pétition en ligne pour essayer de faire bouger C8. Alors, voilà, peut-être que c'est dans les cartons, peut-être qu'ils vont la mettre à la rentrée, peut-être pas. Enfin, peut-être pendant l'été. Pendant l'été, ça serait sympa. Même sur ces stars, mais parce que c'est ce qu'on dit avec Jocelyn et tous les intervenants, c'est que nous, notre travail, il faut savoir que c'est des émissions qu'on fait tout à fait bénévolement. Oui. Et nous, notre travail, en fait, c'est quand elles sont diffusées. Et c'est vrai qu'on on est un peu déçus, quoi. Voilà, un peu déçus, un peu frustrés qu'elles ne soient pas diffusées. Donc, on espère vraiment. On a fait beaucoup d'efforts et en fait, c'est vrai que notre rémunération, entre guillemets, c'est effectivement voilà, qu'elle soit diffusée et puis montrée au plus grand nombre parce que souvent, ce sont des histoires que les gens ne connaissent pas ou très peu. Très peu, effectivement. Donc, bon, voilà. On espère que C8, qui a payé encore une fois ces épisodes, et voilà, les diffusera, que ce soit sur C8, sur ces stars, un peu où ils veulent et un peu aux horaires qu'ils veulent, mais enfin qu'elles soient diffusées un jour ou l'autre, effectivement. Exactement. Voilà, ça c'est dit, parenthèse faite, pétition toujours en ligne, change.org, enquête paranormale, et vous pouvez cliquer et participer à la pétition. Ça c'est dit. Alors, Jocelyn, on t'écoute, donc peut-être pour poser un petit peu le... Oui, on reprend. N'hésite pas à m'interrompre pour me poser des questions, les préciser, ça aide toujours. Alors, on va commencer par dire un peu qui est ce Carl Lindon. Carl Lindon, en fait, c'est un ouvrier, c'est plutôt une sorte de chef de projet, directeur de projet, qui travaille dans une grande entreprise pétrolière dans le Wyoming. Et au moment des faits, il y travaille déjà depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est vraiment un grand spécialiste. Et... on est le 25 octobre 1974 et ce jour-là, en fait, il y a un de ces ouvriers qui ne vient pas travailler. Alors, pour des raisons que j'ignore, ça l'empêche de développer tout le projet. Enfin, en tout cas, ils doivent s'arrêter de travailler. Et lui décide de se prendre une belle après-midi de congé, off, ce qui est rare aux États-Unis. Il faut savoir quand même, on peut pas avoir on prend pas toujours des congés comme ça. Mais lui se dit, voilà, il n'est pas là, je en profite, je vais aller me promener, me reposer. Alors à ce moment-là, Carl Lindon, il a 41 ans, on le voit là, ça c'est une photo d'époque, des années 70. Voilà, voilà, il est né avant la Deuxième Guerre mondiale, il est né en 1933, il a épousé une jeune femme qui s'appelle Marjorie Hilkmeyer dans le Nebraska en août 58. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs des tourtereaux. Voilà. Non, c'est pas celle-là, il était. Voilà, c'était ça. C'est celle-là, voilà. Il y a un look très. 1958. Quand même, ouais, c'est ça, Happy Days, etc. Ouais, exactement. Ouais. C'est clair. Voilà. La banane. Non, c'est sympa. Et alors, c'est un homme qui ensuite a eu 4 enfants, plutôt costaud, pragmatique, pas très impressionnable, le genre de type à qui on dit on ne la raconte pas, voilà. Genre de personnage. Et puis, c'est un passionné de loisirs en plein air. Ça, c'est intéressant parce que, comme beaucoup de gens que j'imagine qui habitent dans le Wyoming à l'époque, et un de ses gros passe-temps, c'est la chasse au gros gibier. Et il faut dire que dans le Wyoming, il y en a. Et donc là, on est 25 octobre. Il ne fait pas encore trop froid. On est rentré un peu déjà. On est dans l'automne, mais c'est encore tout à fait supportable. Il y a encore du jour, il y a encore de la lumière. On peut aller chasser dans l'après-midi. Et puis, on est quand même au milieu des années 70. Alors, c'est une période que les plus anciens d'entre nous se souviennent, même pour la France. Il y avait beaucoup de problèmes d'inflation. Les choses coûtaient
très cher. Enfin, en tout cas, les prix changeaient très vite, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, les gens cherchaient par tous les moyens à pas trop dépenser d'argent, surtout avant l'hiver. Et donc, lui, il se dit, je vais aller à la chasse, je vais récupérer de la viande. C'est pas tellement pour faire du sport, c'est vraiment pour ramener de la viande et après la congeler et permettre d'avoir à manger pour l'hiver. Voilà. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Quand tu vas acheter des escalopes de poulet en ce moment, tu te dis que peut-être sortir le fusil de chasse. Ouais, ou si tu essayes de trouver de l'huile, ouais, c'est pas mal aussi. Il paraît qu'il n'y a plus de moutarde non plus. Donc voilà, notre ami Carl Higdon décide de monter il a un beau pick-up, et en fait il prend même le pick-up de sa société, mais bon, il a une sorte de voiture de fonction. Il prend son fusil Remington Magnum 7, des munitions, quelques provisions, et il quitte la ville où il habite, qui s'appelle Rawlins. Alors Rawlins, c'est une ville qui a 2000 mètres d'altitude. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs. Alors attends, je vais essayer de la trouver. Dans celle que je t'avais envoyée. Alors je vous demande juste un petit instant. Ouais. Alors je vais peut-être les faire. On a le plan. Alors non, ça c'est des animaux. Ouais. Alors, on va regarder. Sinon, on va voir toutes les photos du dossier après. Sinon c'est pas. Non, mais sinon c'est pas très grave. Désolé. Imaginez la ville que vous voyez dans les films américains avec une ou deux rues centrales, pas grand-chose d'autre, des rues très, comment dirais-je, perpendiculaires, droite et avec des carrefours perpendiculaires, et puis des petites boutiques. Enfin, bon, on a vu ça vraiment dans la ville qu'on voit dans les films, dans les films américains. La ville du Middle West par excellence. Donc, dans un premier temps, Carl Higdon, il a prévu d'aller à McCarthy Canyon pour chasser. Mais en fait, en route, il va s'arrêter parce qu'il va rencontrer deux automobilistes en panne. Et donc, il va se mettre. Alors, il va bien sûr les aider à repartir. Et les deux automobilistes étant aussi des chasseurs, il va discuter bien sûr de chasse avec eux. Et là, les deux chasseurs vont lui dire qu'en fait, il devrait aller dans une toute autre zone qui est à l'est de Rawlins et qui est en fait dans le parc national de Medicine Ball, qui est à peu près à 60 km de Rawlins. Voilà. Et il lui dit, va là-bas, parce que là-bas, on a vu du gibier, tu ne devrais pas perdre ton temps. Donc lui décide, voilà. Et on se dit en fait à quoi se joue le destin, parce que s'il avait décidé d'en rester à son souhait initial, toute l'histoire que je vais vous raconter ne serait pas arrivée. Alors on est bien d'accord, c'est des gens qui ne connaissent pas en fait. Hein, non. On y reviendra, il y a peut-être une petite question à se poser sur ces deux personnes. C'est un élément important, effectivement. Voilà. En tout cas, lui se laisse convaincre, ou en tout cas, il se dit pourquoi pas, ils m'ont donné un bon conseil. Donc il se dit, j'y vais. Voilà, il rentre dans le parc de Medicine Ball avec son pick-up. Il va se garer dans le secteur nord, c'est là où on lui a dit que c'était abondant en gibier. Et donc il se gare dans une clairière, il commence par se verser une tasse de café chaud. Et là, il a bien raison. Oui, il fait pas chaud, il se dit, je prends un petit peu d'effort, c'est tout à fait sympathique. Et là, il a quand même la surprise de voir débouler quelqu'un qu'il connaît. On est quand même à 60 km de chez lui, et il voit une personne qu'il connaît qui s'appelle Gary Eaton. Alors, je ne sais pas du tout qui est ce Gary Eaton, je connais que son nom. On en reparlera aussi parce qu'il y a un petit mystère autour de lui. Mais Gary discute donc avec Carl et lui dit que lui va monter aussi plus haut dans la forêt et que en fait, même en partant, il lance une plaisanterie en lui disant qu'il va essayer d'effrayer un ou deux élans pour les rabattre vers Carl Higdon. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour chasser. Donc les deux hommes se séparent, Carl Higdon prend son fusil, il met ses cartouches de 7 mm, et puis le plus silencieusement possible, il s'enfonce dans la forêt. Alors il faut imaginer, on est dans un parc national, c'est vraiment ce que vous pouvez imaginer, des collines, des montagnes, des arbres, et dans les années 70. Et dans les années 70. Et dans les années 70, il y a des plaques de neige ici ou là. Voilà, c'est l'image qu'on peut avoir d'un parc national, et Carl Higdon est complètement seul. Donc il commence à progresser dans la forêt, puis en fait il lui faut effectivement pas beaucoup de temps pour repérer un groupe de 5 élans. Et là il se dit, alors à ce moment-là il regarde sa montre, il voit qu'il est à peu près 16 heures. Alors je sais pas pourquoi il regarde sa montre, mais en tout cas il le dira ensuite, il était à peu près 16 heures. Et il se met en position, il lève son Remington, et donc il commence à viser en fait le plus grand des 5 élans. C'est une sorte de mâle qui est magnifique. Alors, il tire, et là, il commence à avoir déjà quelque chose d'absolument extraordinaire qui se produit.
c'est que Carl voit la munition partir au ralenti de son fusil. Quitter le canon de son fusil au ralenti. Le fameux bullet time. Voilà, exactement, comme dans Matrix. Voilà, c'est exactement cette image-là. Si vous avez cette image-là, c'est exactement ça. La balle part au ralenti. Tout ça dans un silence complet. Il dira plus tard, mais c'était devenu totalement silencieux au point qu'il n'entendait plus aucun craquement de branchage, plus aucun cri d'oiseau, aucun bourdonnement d'insectes, rien du tout. Dans un silence complet. Grand classique, ça, l'espèce de watt sonore. De sorte de bulle sonore dans les, enfin, ou plutôt insonorisée dans laquelle on n'entend plus rien. Ouais. Donc il a cette surprise de voir cette balle surgir du canon de son fusil, flotter dans l'air et retomber sur le sol enneigé à peu près 15 mètres de lui. Donc déjà, chose assez, il est complètement interloqué. Alors il a une très bonne idée, c'est qu'il va chercher le projectile. Et là, en regardant le projectile, la balle, il voit que la partie en plomb a disparu et que l'enveloppe. Je crois que tu as la photo d'ailleurs. Oui, on a une photo. Ouais. La photo. Alors, et l'enveloppe. Et l'enveloppe de cuivre qui entoure la balle paraît avoir fondu. Voilà, c'est celle-là. Hein. C'est exactement ça. C'est celle-là. Ouais. On n'a pas 36 photos. Bon, c'est pas non plus. On voit pas forcément tous les détails. C'est tellement évident, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, c'est une balle qui est dans un état totalement extravagant. On peut le dire comme ça. Alors, on y reviendra aussi. Hein, il y aura des analyses de fait. Sur le coup, Carl ramasse la balle et la met dans sa poche. Et il se dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne comprends pas du tout comment ça a pu se produire. Parce que surtout, imaginez qu'une balle, c'est pas rond. Hein. Une balle, au départ, c'est. Oui, c'est allongé. Oui. C'est allongé. Hein. Elles font 7 mm. Hein. Oui, absolument. Ouais. Et donc, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et surtout, c'est quoi cette absence de bruit? Il y a quelque chose de totalement anormal. Et à ce moment-là, au moment où il est en train de se dire que justement ce bruit est anormal, il y a un énorme bruit de branchage qui se fait dans la forêt. Et il tourne la tête vers la gauche et là, parce qu'il pense qu'il y a un autre chasseur qui est dans le coin et qui va débouler. Et en fait, surgit une sorte de créature. Alors lui, il va le décrire comme un être difforme, la corpulence massive. Alors on a une image que je t'avais envoyée. Oui, si on la retrouve, elle ne doit pas être très loin. Elle n'est pas très très loin, bougez pas. On voyait bien la carabine. Voilà, ça c'est la créature. Voilà. Alors ça c'est le dessin qui a été fait à partir de la description qu'a fait Carl Higdon. Donc un personnage totalement étrange, à peu près 1m80, type humanoïde, avec des épaules très larges, des jambes plutôt arquées, une peau, alors on ne voit pas parce que c'est en noir et blanc, mais une peau plutôt jaunâtre. Et Higdon, il est totalement cloué sur place. En fait, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ou qu'est-ce que surtout les mains quoi. C'est qui en fait c'est qui il a même pas. Il dira qu'il a même pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Il était tellement stupéfait qu'il a même pas eu le temps d'avoir peur. Il a juste une pensée assez marrante. Il s'est dit j'aurais dû aller à McCarthy Canyon en fait. Merde. Voilà. Mauvais choix. Et alors là va s'engager une scène totalement surréaliste. Et je me dis, mais ça peut aller que dans la sincérité du témoin, sauf si le témoin a pris de la drogue, parce que raconter un truc aussi insensé, ça n'a pas de sens quelque part. Donc s'il le raconte, c'est que quelque part, il a en tout cas eu, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il a eu l'impression que c'est ça qui est arrivé. Alors, la créature, appelons ça comme ça, ou l'être, s'approche de lui. Donc là, Higdon remarque qu'elle porte une combinaison de couleur noire, un peu comme celle d'un homme grenouille, avec un large ceinturon. C'est un peu comme ce qu'on voit sur le dessin. Sur le ceinturon, il y a une étoile à 6 pointes et un emblème jaune inconnu. Alors, l'entité ne semble pas avoir de main. Il y a l'un de ses membres, alors il y a ce qu'on appelle ça un membre, un bras, qui se termine par une sorte de tige à bourron. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche. Carl Higdon a eu beaucoup de mal à décrire exactement de quoi il s'agissait. Et là, quand le personnage s'approche, Carl Higdon peut le voir un peu mieux. C'est-à-dire qu'il va dire ses yeux sont de petite taille et bridés. Il n'a pas de sourcils. Il n'y a ni oreille ni nez. Il y a bien une bouche, mais il y a 3 grandes dents en haut et en bas, c'est tout. Donc ça fait un peu personnage de dessin animé presque. En tout cas de bande dessinée. Le personnage n'a ni cou, ni mâchoire, ni menton.
C'est très curieux. Sur la tête, il a des cheveux plutôt courts, enfin, quelque chose qui ressemble à des cheveux. Et sur le haut du front, il y a 2 fines excroissances d'une vingtaine de centimètres. Et bien sûr, Carlington dira bah, ça ressemble à des antennes. Voilà le personnage qui déboule devant Carlington. Et là va donc s'engager un dialogue totalement surréaliste parce que la créature s'approche de Carlington et lui parle en anglais et lui dit « Comment ça va ?» Elle lui demande « Comment ça va ?» Donc Carlington, ne sachant pas quoi répondre, répond « Bah ça va. » Et là, la créature lui dit « Mais est-ce que vous avez faim ?» Et elle attend même pas la réponse de Carlington. Elle fait apparaître comme par magie une sorte de petite boîte qu'elle envoie dans l'air littéralement, et la petite boîte se met à flotter dans l'air vers Carlington. Donc Carlington l'attrape au passage, on va dire, et à l'intérieur de la petite boîte, il y a des sortes de pilules qui ressemblent en fait à des billes argentées. Et la créature lui dit avalez-en une, et son effet va durer 4 jours. Et alors ça c'est assez étrange parce que Carlington, il pourrait se poser des questions, il pourrait se dire attends c'est quoi ce délire, on me demande quelque chose, je vais pas le faire, etc. Et en fait il dira plus tard mais je l'ai fait et c'est comme si j'avais plus de libre arbitre. En fait je l'ai fait sans même me poser la question. Voilà, il a pris une des pilules, il l'a avalé, il n'a même pas résisté. Il sentait peut-être pas d'agressivité ou une espèce de bienveillance de la part de cette entité. Non, mais c'est comme si en fait il y avait un discours très courtois, mais que finalement lui se contentait de répondre et d'obéir. Voilà. Donc il avale une des pilules et il garde la boîte et il la met dans sa poche avec la balle qu'il a ramassée bien sûr peu avant. À ce moment-là, l'entité, appelons ça comme ça, ou le personnage, va montrer quelque chose qui est derrière lui et que Carlington n'avait pas bien vu. Derrière lui, en fait, il y avait une sorte de grand cube haut de plus de 2 mètres qui était derrière, qui était en retrait et étrangement, Carlington ne l'avait pas remarqué. Alors, Carlington dit qu'il ait eu son attention. Oui, par ces personnages, bien sûr. Et donc, il dira que ce cube avait à peu près la taille d'une voiture et des parois translucides. C'est-à-dire qu'il voyait un peu une sorte de forme mouvante, mais impossible à définir à l'intérieur de ce cube. Et donc la créature dit à Carlington, est-ce que vous voulez venir avec nous? Alors là, c'est pareil, question très polie, presque, très courtoise, mais en fait, on n'attend même pas la réponse de Carlington, et il le dira lui-même, j'ai même pas eu le temps de répondre, qu'en fait, l'être l'a touché sur le bras, et là, Carlington s'est senti paralysé, et il s'est retrouvé dans l'objet sans même savoir comment il y était arrivé. C'est-à-dire en une fraction de seconde. À partir de là, son attitude va changer. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, il était dans un état de sidération. Il répondait machinalement, et à mon avis, il obéissait aussi machinalement. Mais à partir du moment où il est dans le cube, il va avoir peur. Et c'est un peu normal. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on est quand même dans l'étrange absolu, quoi. Peut-être qu'il s'habitue à... Enfin, l'état de sidération passe un peu, il se dit, bon, là, quand même, c'est pas cool, quoi. Ici, il est en train de se passer, quoi. Voilà, exactement. Donc, il a peur, il veut même pousser un cri, et il se rendra compte qu'en fait, il n'arrive à sortir aucun son. Et il s'aperçoit qu'il est donc à l'intérieur du cube, et là, il se rend compte qu'à l'intérieur du cube, ça a l'air beaucoup plus grand que ce qu'il voyait de l'extérieur. Et lui, il est assis donc sur une sorte de fauteuil. Il est attaché avec d'étranges lanières. Il voit d'ailleurs à côté de lui les 5 élans qu'il est en train de chasser. Donc il a dû forcément, on peut en conclure qu'il a dû forcément se passer du temps, parce qu'on ne voit pas comment les 5 élans qui étaient dans la nature peuvent se retrouver à côté de lui, soit morts, soit congelés, on ne sait pas très bien, en une fraction de seconde. Donc il y a forcément eu un missing time quelque part. Et donc là, il va se passer. Alors, il ne va pas se passer énormément de choses. Il y a un autre humanoïde qui est exactement semblable à celui qu'on voit à l'image, qui va débarquer, qui va mettre une sorte de casque truffé de câbles sur la tête de Carlington. Carlington va regarder un peu autour de lui, va se rappeler qu'il voit des manettes, plein de manettes avec des lettres, mais des lettres écrites avec un alphabet terrien, hein, E, P, H, D, enfin des lettres comme ça. Ça, c'est étonnant par contre. Oui, ouais, ça c'est assez étonnant. Et puis très vite, il va sentir que ça bouge et qu'on décolle, ou en tout cas on accélère, enfin des phénomènes physiques d'accélération.
On va lui donner, les deux créatures vont lui donner quelques informations, en lui disant qu'ils viennent d'une planète située à... Alors là, ils disent 163 000 miles-lumière, ce qui ne veut absolument rien dire. En général, on parle d'années-lumière, on peut parler de mois-lumière si vous voulez, mais des miles-lumière, ça n'existe pas. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que lui a entendu et retenu. Et donc, apparemment, ils sont en train de le conduire vers ce lieu. Et il lui explique que dans leur monde, il n'y a pas d'océan, mais une immense mer qui a été rendue stérile par un événement ou un élément que Karl ne comprend pas. Il se souviendra aussi d'avoir vu, mais il ne sait pas très bien comment, un grand bâtiment. Alors, il va le comparer à un immeuble qu'il connaît bien. Il y a un immeuble qui s'appelle la Space Needle à Seattle. Je crois que c'est une sorte photo d'ailleurs que tu je crois qu'il y a une photo. Bon, voilà, c'est une grande tour avec une sorte de coupole en haut. C'est vrai que c'est un peu particulier. Je vais aller en dernier, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est quelque chose comme ça. En tout cas, il a vu quelque chose comme ça, mais avec des lumières très très aveuglantes au point qu'il a dû fermer les yeux parce qu'il pleurait. Et d'ailleurs, les deux créatures lui diront que notre soleil à nous leur provoque aussi des douleurs aux yeux. Voilà, c'est à peu près tout ce que Carl Higdon tout ce dont il va se souvenir spontanément de son abduction, appelons ça comme ça. Ouais, le retour à la réalité va être assez violent, puisqu'il va dire qu'il a eu l'impression d'être expulsé par une sorte d'écoutille et puis il est tombé de 2-3 mètres de hauteur sur le flanc d'un éboulis. Alors, donc, ça lui fait mal. Il a des blessures à la tête, à l'épaule. Enfin, en tout cas, des blessures. Il ne s'est pas fracturé quoi que ce soit, mais voilà, c'est une sorte d'échymose. Il est complètement... Il était costaud quand même. Oui, voilà, c'était un gars costaud. Donc, il a encaissé le choc, mais bon, il s'est quand même fait mal. Il se retrouve dans la forêt, complètement désorienté. Il ne sait pas du tout où il est. Donc, il va et en plus, il commence à avoir froid, hein, parce que là, il s'est aperçu que le jour... L'histoire s'est passée vers 16h à peu près, mais bon, là, maintenant, il commence à faire nuit. Il ne comprend pas du tout pourquoi il est là. Il sait qu'il a sa carabine ou son fusil. Il se dit, est-ce que je sais pas, un accident de chasse, quelque chose comme ça. Il ne reconnaît pas l'environnement. Enfin bon, il est vraiment perdu. Et tout à coup, quand même, au milieu d'une clairière, il va tomber sur un véhicule complètement embourbé dans une fondrière. Donc là, il se dit, il va s'approcher du véhicule et il va constater qu'il y a une CB. Alors, je ne sais pas si les gens se rappellent ce que c'est que la CB. On voit ça dans les films, une sorte de radio incorporée avec un micro qui permettait de communiquer rapidement. Et donc, il trouve la... C'est la photo que tu nous as partagée, c'est ça? Oui, enfin, j'ai une photo de pick-up, mais que j'ai trouvée. J'ai pas la photo du vrai pick-up. Hein, d'accord, ok. Voilà. Je vais juste vous la partager, comme ça vous aurez une idée. Ça donne une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Voilà. Alors, il faut imaginer, il y avait sans doute moins de neige et il était plus dans de la boue que dans de la neige, mais ça devait ressembler à ça à peu près. Donc, il arrive à appeler les secours grâce à cette CB. À ce moment-là, il est 22h, en fait, le 25 octobre. On le saura parce que on n'a pas l'enregistrement, mais on sait l'heure à laquelle les secours ont été appelés. Mais ce dont il ne s'est pas rendu compte, Carl Higdon, en fait, c'est que ce véhicule-là, ce pick-up, en fait, c'est sa propre voiture. C'est le pick-up avec lequel il est venu dans la forêt. Véhicule de société. Il ne le reconnaît pas. Le problème, c'est que là, il est coincé dans la boue à 8 km de l'endroit où il a garé. Donc la question, c'est comment ce véhicule a pu atterrir là? Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, bref, en tout cas, une équipe de secours va le retrouver peu avant minuit, donc il doit quand même attendre 2 heures avant qu'on le retrouve. Il est un peu méconnaissable, hein, donc il a le corps martelé, meurtrissure, hein, bon, sans doute dû à la fameuse chute, et puis peut-être il s'est promené un peu au hasard dans la forêt, il a dû se faire des égratignures, etc. Il a les yeux rouges et larmoyants, vraiment, ça c'est très, très curieux. Il montre au policier la balle de fusil de 7 mm. Et d'ailleurs, le policier dira plus tard qu'effectivement, c'était très étrange. On a l'impression qu'elle était retournée comme un doigt de gant. Comme un gant. Exactement. Ouais. Voilà, ce qui est très, très complètement inexplicable. Et puis, bon, il est dans un état il est apathique. Hein, il est sans réaction. Il répond pas trop aux policiers. Il reconnaît même pas sa femme qui est venue avec les secouristes. Un peu comme s'il était drogué quelque part. Oui, voilà, ou complètement hagard, oui, exactement. Et il parle que de... Et alors, il sort des bribes de phrases incompréhensibles à propos de pilules, d'hommes en noir, d'un élan, enfin voilà, de choses comme ça. Les gens comprennent rien du tout.
On l'emmène à l'hôpital de Rawlings. Il y est admis, ça on le sait, vers 2h30 du matin, donc maintenant on est le 26 octobre. Il fait l'objet d'une mise sur surveillance immédiate. Alors, il a l'air d'être effectivement très épuisé. Il a quelques blessures sans grande gravité. On lui fait passer plusieurs examens médicaux qui révèlent rien d'inhabituel. La seule chose, c'est quand même, on lui fait un examen du sang et on s'aperçoit que son sang est gorgé de vitamines, mais vraiment énormément. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est la fameuse pilule en question? Pourquoi pas? Mais surtout, les médecins vont trouver un truc très très surprenant parce que on a son dossier médical, enfin ils le connaissent, et ils savent qu'en 58, donc c'est quand même presque, allez, donc, ça fait plus de 15 ans avant, Higdon a attrapé la tuberculose. Et donc ça a laissé, alors il en a guéri, mais il y a eu des traces sur ses poumons de cicatrisation. Et là, on lui fait passer une radio pour voir s'il n'est pas blessé. Et on se rend compte que toutes les traces ont disparu, mais complètement. Ouais, ça c'est quand même. C'est exactement une preuve scientifique. Enfin, il y a quelque chose. En tout cas, il y a un truc qui est totalement inexplicable. Et on fait d'ailleurs le médecin qui l'examine, regarde son dossier. Avant cette histoire, Carl Higdon se plaignait de calculs rénaux qu'il faisait souffrir. Et là, en faisant les radios et les examens, etc., ils se rendent compte qu'en fait, il n'a plus aucun problème de ce côté-là non plus. Et donc le médecin va conclure qu'en fait, hormis les quelques meurtrissures, les ecchymoses et les choses comme ça qui sont tout à fait bénignes, en fait, Carl Higdon est dans une forme absolument parfaite. Parce que, je ne sais pas s'il y a cette information, mais est-ce qu'il était suivi, par exemple, pour ses marques au poumon, ou simplement ils se sont dit, tiens, on fait des radios, puis d'un coup on se rend compte qu'il n'a plus rien. Mais... Non, je pense pas qu'il a été suivi après. Voilà, ils ont juste fait des comparaisons. Par contre, ils savaient qu'il avait eu la tuberculose, donc ils s'attendaient, je pense, à voir sur les poumons des traces, parce que ça laisse des traces, et qu'en fait, ils ont été stupéfaits de voir qu'il n'y en avait plus du tout. C'est surtout donc ça. Là, on a, entre le pick-up, qui est perché à un endroit où on ne sait pas trop comment y aller, une analyse la balle. Parce que la balle qui est quand même comme un bon, il faut du matos quand même. Ces cicatrisations qui sont quand même assez anormales, ou en tout cas contraires à ce qu'on peut constater dans le monde de la santé, ça fait beaucoup quand même. Plus ça fait beaucoup quand même un petit peu. Ça fait beaucoup. Alors, chose, Carl Higdon ne va pas raconter tout de suite ce que j'ai raconté là sur l'abduction, etc. Il va attendre quand même 2-3 jours. Il va retrouver l'appétit. Très vite, il va retrouver un petit peu de mémoire, et puis au bout de 3 jours, tout va bien. En fait, voilà, au bout de 3 jours, il va quitter l'hôpital, et donc là, il va commencer à raconter ce qui lui est arrivé. Et là, il va raconter ça, bien sûr, à sa femme, mais aussi aux policiers. Et ces derniers, étrangement, on aurait pu garder ça pour eux, mais en fait, ils vont informer la presse et certains ufologues locaux, dont l'AP Arrow, donc c'est l'APRO, les pros, je sais pas comment on dit, en fait, cette sorte de... Oui, tout à fait. On dit comme ça. Les époux Lorenzen, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont être contactés. Il y aura dans le journal local qui s'appelle le Rawlings Daily Times un petit article qui va publier un compte-rendu de l'expérience, de Carl Higdon. On a l'article. Alors, on ne verra peut-être pas beaucoup à l'image parce que c'est un petit format. C'est un des rares articles. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais l'histoire va quand même se répandre très très vite dans le coin, dans la ville et dans la région. Et puis tous les reporters des magazines, des magazines et des revues et des journaux locaux vont s'emparer de l'histoire parce que c'est une histoire assez incroyable. Oui, c'est clair. Et puis, il y a les époux Hill qui sont déjà oui, absolument. connus. Absolument. Ouais, exactement. Et là, Marjorie, donc l'épouse de Carl Higdon, va dire d'emblée qu'elle croit à la sincérité de son époux. Je l'ai cru parce que c'était lui, parce que j'y étais là dehors et que j'ai vu quantité de choses curieuses cette nuit-là. Alors, je reviendrai après parce qu'effectivement, je peux le dire tout de suite, les secouristes ont vu des lumières étranges dans les bois. Voilà. Les lumières qu'ils n'ont pas expliquées, rouge, bleu, etc. Ils ne savent pas et c'était pas la police et il n'y avait personne dans le parc national à ce moment-là, et donc il y a quelques lumières étranges qui ont circulé. Ouais. Tout ce que j'ai dit, Higdon s'en est souvenu sans qu'on l'aide, c'est-à-dire vraiment de lui-même. Mais il se rend compte qu'en fait ses souvenirs sont totalement incomplets. Il se dit il y a autre chose. Donc c'est l'APRO, enfin je vais le dire comme ça, ou l'APRO qui va lui proposer des séances d'hypnose régressive pour essayer d'en savoir un peu plus. Et ces séances vont être animées par quelqu'un qui est assez connu dans le domaine de l'ufologie, qui est le docteur Leo Sprinkle.
professeur de psycho à l'université du Wyoming, et qui va procéder donc à l'expérience pour le compte de l'EPRO et du MUFON. Le MUFON États-Unis qui est impliqué aussi dans cette histoire. Bon, je ne vous parle pas des témoins, etc. Enfin, ça, c'est un peu la procédure, mais il y aura quand même quelques personnes qui vont assister à ces séances. Ça va pas toujours bien se passer. Alors, je vous fais un petit résumé parce que c'est un peu long, mais dans un premier temps, il va rien se passer. Dans un premier temps, Sprinkle va utiliser la technique du pendule pour hypnotiser Carl Higdon, et en fait, le 2 novembre 1974, il va rien se passer. 2 semaines plus tard, le 17 novembre, Sprinkle récidive avec une autre technique d'hypnotisme, mais le problème c'est qu'on ne sait pas laquelle. Mais voilà. Et là, par contre, ça marche mieux parce que Higdon commence à raconter des choses. Alors, ce qu'il va raconter, c'est qu'en fait, à bord du fameux cube voyageur, appelons-le comme ça, il n'y avait pas 2 créatures, il y en avait 5. Elles étaient toutes vêtues d'un costume noir, d'où cette histoire d'homme en noir là, dont il a parlé à son retour. Son hôte s'appelait Osso. En tout cas, c'est le son qu'il a entendu, Osso. Il se souvient aussi, Higdon, que sur la planète donc, de ces créatures, il y avait d'autres êtres humains. Il n'était pas le premier ou pas le seul. C'est intéressant. Ça, ouais, il a en tout cas mentionné un groupe de 5 personnes, une petite fille brune, une autre petite fille blonde, un couple d'adolescents et un homme dans la cinquantaine. D'accord. Donc, voilà, donc un homme avec 2 ados et 2 enfants. Lui se souvient qu'ils se parlaient entre eux, qu'ils étaient vêtus vraiment comme nous, comme les gens de l'époque, mais il n'a pas pu déterminer leur nationalité, et puis il n'y a pas eu d'échange entre Higdon et ces terriens de l'espace, appelons-les comme ça. Le dénommé Osso, la créature, lui a pas donné d'explication non plus sur la présence de ces humains. Il lui a dit juste que ses semblables allaient sur Terre pour y chasser et pêcher, ce qui est un peu un peu curieux. Ouais. Et alors, quant à sa présence dans le cube voyageur, elle serait motivée par une hypothétique expérience médicale liée à la reproduction humaine. Et qu'en fait, voilà, donc on lui aurait fait passer un examen médical de routine. Là, de lui-même, il s'en souvenait pas du tout. Hein. C'est uniquement sous hypnose qu'il raconte ça. D'accord. Et qu'en fait, au terme de ce test, il semblerait que Carl n'aurait pas répondu à certains critères souhaités. Et que donc une des créatures lui aurait dit: on va vous ramener chez vous, vous ne faites pas l'affaire pour ce que nous cherchons. Donc ça, là, on tombe dans un grand classique de l'ufologie, à savoir les examens, la génétique, les programmes de manipulation, enfin les choses comme ça là. Alors ça, en tout cas, ça vient pas spontanément, c'est dans le cadre des ah oui, c'est complètement sous hypnose, exactement. Voilà. Toujours est-il que Carl Higdon ne leur était d'aucune utilité. Voilà le message en tout cas qu'il a dit sous hypnose. Et il y a une chose qu'il faut rappeler, alors ça il ne l'a pas dit mais c'était dans son dossier médical, c'est que quelques années avant cette aventure, avant cette expérience, Carl Higdon avait subi une vasectomie. Donc il ne pouvait plus avoir d'enfants. Voilà. On y reviendra parce que ça peut être intéressant aussi pour une hypothèse. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Toujours sous hypnose, il va raconter Higdon qu'on l'a conduit... Oui, que comme il ne faisait pas l'affaire, on l'a ramené vers le cube voyageur, on lui a rendu son fusil. Et alors, petit détail incroyable sous hypnose, il raconte même que la créature lui a dit qu'elle aurait bien aimé le garder en souvenir. C'est un trophée. Voilà. Ah oui, c'est ça. Non, oui, enfin voilà, comme un souvenir de voyage. On lui retire les pilules argentées de ses poches. Donc effectivement, quand on le retrouvera, il n'avait pas les pilules. Et on le renvoie dans son point de départ dans la forêt, ou plus ou moins en tout cas dans la forêt d'où il a été enlevé. On lui laisse la balle par contre. Mais la balle par contre, soit ils ne l'ont pas vue, soit je ne sais pas, mais en tout cas il l'avait toujours avec lui. Voilà, et la dernière confidence qu'il va faire sous hypnose, c'est que depuis son retour, il a toujours... Alors ça c'est pareil, c'est très récurrent dans les histoires d'abduction. Il a la sensation très désagréable d'être suivi en permanence. C'est-à-dire en fait comme si on continuait à l'observer. Donc est-ce que c'est ravisseurs qui continuent à le surveiller, un peu comme quand on capture des animaux sauvages, on met un tag, on met une sorte de truc pour les repérer et après on les relâche dans la nature. C'est un peu cette image là qu'on a, hélas. Donc voilà ce qu'il a raconté sous hypnose. 4 ans plus tard, là on est en septembre 78, Carl Higdon va se soumettre de bonne volonté à des tests psycho menés par 2 spécialistes de la police scientifique de Los Angeles, donc le fameux LAPD, Dr Greenberg et Dr Sidney Walter, qui vont lui faire passer le fameux détecteur de mensonges, le PSE, là, Psychological Stress Evaluator.
Et donc, les deux experts vont être formels. Le récit de Higdon est véridique, selon les critères du détecteur, bien sûr. Alors, voilà. Tu me permets justement de rappeler quand même, parce que souvent on dit Travis Walton a passé les détecteurs de mensonges avec succès. C'est pas vrai. C'est faux. Il ne les a pas passés avec succès. Ni le premier, ni dans le cadre du jeu télévisé qu'il a fait. Hein. Donc, rappelons-nous ça. Ouais, tout à fait. Il les a passés dans le cadre pas d'un concours, mais enfin d'un challenge du National Enquirer, et il les a pas passés avec succès. Voilà. Carl Higdon, lui, par contre, on dit c'est OK. Lui, il passe avec succès, ce qui ne veut pas dire que ce qu'il raconte est vrai. Ça veut dire que ce qu'il dit, il le croit. Pour lui, c'est vrai. Pour lui, c'est vrai. Voilà, il faut le voir comme ça. Ça ne veut pas dire que de manière générale, ça ne prouve rien. Mais le docteur Greenberg, donc l'un des deux experts, va quand même dire « Je suis forcé d'admettre que quelque chose de tout à fait fantastique s'est produit dans la vie de cet homme. L'essai le prouve au-delà du doute. » Voilà. Conclusion, et je suis assez d'avis de penser ça, qu'il est réellement arrivé quelque chose d'extraordinaire à Carl Higdon. Alors, je veux juste replacer chronologiquement, mais on est après les époux Hill. Les époux Hill, l'abduction se passerait en 61. Le cas devient un petit peu médiatique en 63-64, puisqu'ils nous font les séances d'hypnose. Et je crois d'ailleurs c'est Pringles aussi qui s'occupe des époux Hill, si je dis pas de bêtises. Il me semble, ouais. À vérifier, mais il me semble, Et donc, le cas des époux Hill va quand même faire jurisprudence, on va être clair, mais c'est avant Travis Walton. Le cas Carl Higdon se passe avant Travis Walton. Voilà. Exactement, et il a été pas du tout médiatisé, il est resté en fait très connu des ufologues américains, bien sûr, mais dans le grand public, hormis quelques petits articles de presse, et après il est retombé un peu dans l'oubli. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas fait peut-être qu'il n'a pas eu cette démarche qu'a pu avoir justement Walton ou un Hill, parce que Barney Hill, on sait qu'il a fait une émission de télé. Enfin voilà, il est dans le Wyoming, peut-être qu'il est à l'époque, on est au milieu des années 70, les gens ont peut-être d'autres choses à penser. Après, il y a eu l'hiver, peut-être que l'hiver fait que les gens pensaient, les sujets. C'est passé, comment ça s'appelle? Dans le fil de l'actualité, dans le fil de l'actualité, et puis les gens sont. Il a peut-être pas voulu se mettre en avant aussi. Hein, oui, je pense aussi, parce qu'il a dû se dire, ok, je veux bien accepter l'hypnose et des choses comme ça, mais je veux pas en parler en public. Voilà. Un petit peu comme un Maurice Mass, justement, on en parlait. Oui, parce qu'à l'époque, il faut pas oublier que Carl Higdon, il travaille. Enfin, il a un poste à responsabilité dans une grosse société pétrolière, et donc il va pas non plus commencer à raconter des trucs délirants parce qu'il va perdre son job. Donc voilà. Alors, quand on s'interroge sur la véracité de cette histoire, quelle valeur on peut... Bon. D'abord, les premières choses à dire, je pense, il n'y a aucun témoin qui est susceptible de corroborer les dires de Carl Higdon. Les seuls témoins qu'on a, je en reparlerai tout à l'heure, c'est les deux automobilistes qui ont dit à Carl Higdon d'aller dans cet endroit, dans ce parc national, et son ami Gary Eaton qu'il a rencontré sur le parking. C'est tout. Donc déjà, il n'y a personne. En revanche, il y a quand même les observations faites par plusieurs personnes la nuit où on l'a recherché. Les secouristes, Voilà, je parlais des policiers, je parlais de sa femme qui... deux policiers disent avoir vu des lumières clignotantes, vertes, rouges, blanches, bleues, enfin de plusieurs couleurs, dans le ciel, dans la forêt, mais bon, personne n'a compris de quoi il s'agissait. Et deux habitants de Rawlings ont dit aussi avoir observé une luminosité inhabituelle dans la région de Medicine Bow Forest, donc là où on a retrouvé Carl Higdon. Donc, c'est à noter, c'est à mettre au dossier. Alors, dans les éléments, on a donc cette fameuse balle, cette munition. Alors, moi, je trouve que c'est déjà incroyable qu'il l'ait retrouvée, parce que c'est un objet qui fait 3 cm de long, qu'il l'a retrouvé dans la neige. Bon. Mais bon, il a dû voir où ça tombait, donc il pouvait effectivement le repérer. Bon, après, un objet noir qui tombe dans la neige, tu peux le retrouver. Oui, on peut le retrouver, absolument. Il a dit que l'objet n'était pas... Normalement, quand tu tires une balle, c'est brûlant. Et là, l'objet est tombé dans la neige et il n'était pas brûlant. Alors même en tombant dans la neige, certes, ça peut le refroidir, mais il aurait dû être encore tiède ou chaud. Et là, Carl Higdon a dit non, pas du tout. Il était froid. Alors, ce projectile a été montré à pas mal d'armuriers, de spécialistes. Je vous passe les détails, c'est un peu long, mais en gros, les armuriers, enfin les spécialistes de la police, de balistique et tout, ont dit que c'est incompréhensible d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce qui a pu ralentir la course du projectile pour que ça crée cet effet sur la balle elle-même.
ça devait être d'une dureté extrême, mais bien plus qu'un rocher ou un arbre, carrément du diamant, enfin voilà, quelque chose d'extrême. Sauf qu'il n'y avait rien. Enfin, Carlydon, il a rien vu. Il y a eu un effet physique qui s'est produit, qui a fait cet effet de voilà, qui a littéralement retourné sur elle-même la balle. Et donc même avec le choc même aurait dû provoquer une énergie cinétique et donc de très forte chaleur. Et d'ailleurs, c'est sans doute une très forte chaleur qui a provoqué la fonte de la pellicule qui était sur la balle. Sauf que Carlydon, comme je l'ai dit, quand il a ramassé la munition par terre, il a dit qu'elle était pas brûlante. Voilà. Il s'est passé quelque chose qui en fait défie les lois de la physique, ça c'est clair. Après, quoi exactement, ça c'est impossible de le dire. En tout cas, on peut juste conclure que la balle a été déformée de manière inexplicable par un choc avec quelque chose d'extrêmement dur. Oui, mais ça déjà c'est énorme, quoi. Enfin, déjà c'est énorme. Déjà c'est énorme parce que il y avait rien d'extrêmement dur en face de Carlydon quand il a tiré. Comment faire ça sur une balle quand tu sais pas, tu te dis bon bah ok, il y a un truc là quand même. Voilà. Alors deuxième chose, ce sont les fameuses cicatrices dues à la tuberculose. Là, effectivement, les pathologies avaient complètement disparu. Alors moi, j'ai pas eu accès aux radios et tout ça. Hein, je peux pas le vérifier. Je le dis de confiance avec les enquêteurs qui ont travaillé et qui l'ont tous dit. Donc voilà. En tout cas, il aurait été impossible à Higdon de falsifier ces documents, ça c'est sûr. Donc voilà. Et si ce processus de guérison, en tout cas de disparition, qui est un peu miraculeux, n'est pas le fait des ravisseurs, des fameuses créatures, si on imagine que ça c'est fictif, qui a provoqué ça? Il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, voilà. Comment ça a pu arriver? Qui est responsable de ça? On ne sait pas. Ouais, la prise de sang qui est chargée aussi, quoi. Troisième élément, la camionnette. La camionnette, on l'a quand même retrouvée dans un endroit totalement improbable. On a vu les pick-up américains, on les voit, on en a maintenant en France, on voit la taille, c'est des trucs énormes qui pèsent des tonnes. Et là, il était totalement englué dans une ravine boueuse. Il est inaccessible à tout véhicule motorisé. C'est-à-dire que non seulement on ne sait pas comment il a atterri là, mais on ne sait même pas comment il a pu se déplacer jusqu'à cet endroit. Puisque les sauveteurs ont eu du mal à atteindre le véhicule. Donc on ne sait pas. Il n'y a aucune trace. Ils l'ont héliporté pour le sortir ou je ne sais pas comment ils l'ont sorti, mais il a été dit en tout cas comme il n'y avait aucune trace de roue tout autour, aucune trace, c'est que forcément le véhicule était arrivé par les airs. Voilà. C'est comme si on l'avait pris et qu'on l'avait laissé tomber dans la boue. C'est l'image qu'on peut avoir. Oui, parce que t'imagines les traces de roue pour arriver là, normalement. Voilà. En tout cas, il n'y a aucune explication possible et aucune trace qui prouve qu'il est arrivé par la terre. Alors, il y a deux points aussi qui me posent problème, moi, dans cette histoire, parce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait des failles et puis des points qui sont sombres. Et malheureusement, tous les travaux d'enquête que j'ai pu trouver, et puis maintenant, l'histoire est très ancienne, mais il faudra essayer de retrouver des témoins de l'époque qui puissent encore parler. Il y a quand même des questions de bon sens qu'on a envie de se poser. D'abord, où est-ce que ça s'est passé précisément? Parce qu'on nous dit c'est au-dessus du parking, là, nord, dans la section nord du parc. Le parc, j'ai regardé sur une carte, il est énorme. L'endroit précis. Non, mais il y a des endroits, par exemple, des enlèvements, même Travis Walton, on sait à peu près où c'est. Valençol, on sait où c'est. Enfin voilà. Là, c'est très vague, c'est très très vague. Et je ne sais pas du tout si les autorités ont fait en plus des recherches ensuite. Est-ce qu'ils sont retournés sur place pour voir s'il y avait des indices, des traces, des choses? Est-ce qu'ils ont demandé à Carlydon d'identifier en disant oui, c'est là que ça s'est passé? Enfin, faire une reconstitution. Exactement. Voilà. En tout cas, si ça a été fait, ça n'a pas été dévoilé et ça n'a pas été rendu public. Donc on ne sait pas. Donc ça, déjà, moi je pense que l'investigation a dû être faite parce que ça il est arrivé une chose extraordinaire. Tu vas sur les lieux forcément. Pourquoi on n'a pas su exactement ce que ça a donné, je ne sais pas. C'est un peu dommage et peut-être qu'un jour les résultats vont filtrer, peut-être qu'on en saura, quelqu'un le sait et le dira plus tard, on ne sait pas. En tout cas, c'est dommage parce que s'il y avait des traces, ça aurait pu en plus apporter une confirmation supplémentaire aux propos, enfin aux témoignages. À l'endroit où se situait ce cube, par exemple, effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des branchages cassés ou autre, ouais. L'autre question, et là j'en viens à cet ami, Gary Eaton.
c'est cette rencontre totalement inopinée sur le parking. Comment on a 60 km de là où ils habitent. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il est présenté. Truman Show, quoi. Il est présenté comme un ami de longue date. Bon, moi, je veux bien croire qu'il y a une coïncidence. Parfois, le monde est petit, mais là, sachant en plus l'histoire qui va arriver après, ça pose question. Moi, j'ai fait quelques recherches, mais bon, qui sont très limitées. Monsieur Gary Eaton, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Tu sais, il a été mentionné, mais est-ce que ce personnage a été interrogé? Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il était là? Est-ce que c'est juste pour chasser? Il a confirmé la présence d'Higdon. Oui, c'est ça. Oui. Bah oui, parce que c'est le dernier à avoir vu Higdon avant son expérience. Donc le nom apparaît dans le dossier, mais est-ce qu'il a été interrogé par les policiers et qu'est-ce qu'il a raconté exactement? On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on aimerait bien savoir. Parce que s'il a dit non, mais moi j'étais chez moi à 60 km, donc je ne sais pas qui l'a vu, mais c'était pas moi. Donc là, ça devient terrifiant. Et, puis, et sinon, non, ce Gary Eaton, moi j'aimerais bien avoir son profil et savoir un peu ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui était là pour bien s'assurer que Carl Higdon allait bien aller chasser à cet endroit-là? Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même les deux automobilistes aussi. En fait, c'est comme si on avait un peu orienté, c'est-à-dire, voilà, il rencontre les deux automobilistes qui lui disent non, tu dois aller là et pas là, enfin plutôt là que là. On met des jalons, quoi. Voilà, on met des jalons, et une fois qu'il arrive dans le bon endroit, il y a encore quelqu'un qui lui dit c'est bon, va chasser là-haut, je te rabattrai des élans, blabla. C'est un peu curieux, c'est un petit peu curieux, voilà. Alors, on a pensé un moment que toute cette histoire, c'était une affabulation. C'est-à-dire qu'en fait, que Carl Higdon était un mythomane, un joyeux farceur. Enfin, voilà. Premier réflexe, bien sûr. Bien sûr, ah bah oui, bien sûr. Sauf, alors, on a pensé qu'il a même inventé cette histoire pour se disculper d'avoir embourbé le pick-up. Parce que le pick-up n'est pas lui, c'est à sa société. Et donc, il ne voulait pas créer de problème. Donc, il a. Bon, ouais, enfin, moi, je trouve que c'est très. Très tiré par les cheveux. T'inventes pas une histoire extravagante d'abduction par des extraterrestres ou je ne sais qui. Si c'est une connerie professionnelle, je ne vais pas dire à mon patron, c'est pas moi. Voilà. Et puis, de toute façon, on ne sait pas comment le pick-up a atterri là. Enfin, même si c'est lui qui l'a embourbé, il faudrait qu'il explique comment il a fait, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc, oui, non, c'était en plus. Enfin, commencer à raconter une histoire aussi incroyable, c'est vraiment s'exposer à la risée de tous. Donc, c'est pas vraiment. Enfin, ça serait très, très, très maladroit. En plus, Carl Higdon, c'est. D'abord, il était convaincu de l'authenticité de son aventure, comme l'a prouvé le détecteur de mensonges. C'est pas quelqu'un qui raconte des blagues, c'est pas du tout le personnage. Il parle d'extraterrestres, lui, ou pas? Non. Enfin, il parle de créatures, d'entités, il parle de... Voilà. Après, il est quand même dans quelque chose qui est censé être parti sur notre planète. Donc, en plus, il rencontre la pro, il rencontre le MUFON, donc obligatoirement... on est dans l'ufologie, exactement. Voilà. En tout cas, voilà, c'est pas un mythomane, c'est pas un joyeux plaisantin. Il n'a pas raconté ça pour se faire valoir, pour inventer une histoire. C'est pas du tout le genre. Alors, c'est ce qu'on disait, parce qu'il n'a pas médiatisé son cas au final, un peu comme Maurice Mas, quoi. Non, pas du tout. Et puis même, et à supposer que c'était une blague. Donc c'est une blague, que ce soit un super acteur. Il y a quand même des trucs, le pick-up, comment il est arrivé là, la balle, comment ça s'appelle, les cicatrices dans les poumons. Enfin voilà, il y a plein de choses il aurait du mal à agir dessus. Sacré gag quand même. Est-ce qu'il a été victime d'une illusion? Ça, c'est une autre hypothèse aussi. Est-ce que par exemple, il aurait absorbé, même sans le vouloir, des champignons, je sais pas, de l'écorce d'arbres, enfin des trucs qui provoquent des effets hallucinogènes, des choses comme ça. Bon, c'est pas très envisageable. Il buvait pas, il se droguait pas. Enfin, on n'est pas du tout dans le cadre d'une sorte de bad trip, tu sais. La personne fait un peu n'importe quoi dans les bois. Non, a priori. On aurait des correspondances. On aurait des gens à qui c'est arrivé aussi, quoi. Alors que là, autant sur les algues vertes, on sait qu'elles peuvent avoir des effets extrêmement néfastes sur la santé, ça s'est prouvé. Autant des délires par rapport à ça, on n'a pas, quoi. Non, on n'a pas ça. Et surtout qu'on a fait, je rappelle aussi qu'il a été à l'hôpital juste après, et qu'on a fait des analyses. Et que donc dans son sang, on n'a trouvé aucune substance de type alcool, drogue, quoi que ce soit qui pourrait expliquer. Voilà, rien. Et puis il avait la réputation d'être très modéré. Pas de drogue, très peu d'alcool. Enfin, sportif, quoi. Voilà, Oui, exactement. Voilà.
Et puis c'est pareil, hein, même à supposer que ce soit une hallucination, ça n'explique quand même pas les éléments objectifs. Le pick-up, enfin je reviens là-dessus, la balle. Toujours là-dessus, effectivement. Exactement. Ça fait quand même beaucoup pour un seul cas, quoi. Voilà, ouais. Alors il y a une autre piste qui est intéressante et que je trouve voilà, qu'il faut toujours, enfin, on est toujours mentionné quasiment tout le temps dans les effets d'ufologie, c'est la piste militaire. Ben oui. Bon, là on plonge un peu dans le X-Files, mais pourquoi ne pas imaginer qu'il y avait des groupes de militaires un peu étranges, un peu des paramilitaires, voilà, qui étaient en train de faire des manœuvres ou des opérations, des activités coupables dans ce parc national, on ne sait pas bien pourquoi, etc. Et qu'en fait, Carlydon aurait été le sorte de cobaye d'une expérience militaire au but non avoué, non avouable, je ne sais pas, qui n'aurait pas fonctionné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui faisait pas une expérience avec des ondes, avec, je sais pas, des choses, une technologie qu'on connaît pas, une technologie innovante qui provoque des effets totalement. Alors ça peut être des effets hallucinatoires, c'est pas forcément, ça crée pas forcément les vrais effets physiques qu'il a décrits, mais en tout cas l'impression que. On sait que la CIA a joué avec ça. Hein, voilà. Est-ce qu'il n'a pas été, est-ce que dans cette zone perdue du Wyoming, il n'a pas été malgré lui l'objet d'une expérience militaire? Il a peut-être il y avait peut-être des tests d'équipement, des protections, des barrières invisibles capables de ralentir les balles d'un fusil, enfin tu vois, des choses des trucs un peu de science-fiction, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et qu'après en fait, ayant été témoin de ça, on lui aurait fait une sorte de lavage de cerveau. Oui, il fallait lui raconter. Et voilà, on lui aurait, entre guillemets, passez-moi l'expression, injecté dans le cerveau des souvenirs totalement fictifs et totalement délirants de voyage sur une autre planète. Pourquoi pas? Tu racontes cette histoire, tu passes pour un fou furieux et on va pas chercher plus loin. Quoi. Ouais, pourquoi pas? Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, ça explique un peu aussi les indices un peu matériels, parce que la balle aurait été effectivement retournée par un effet physique sur une barrière électromagnétique ou je ne sais quoi qu'on ne connaît pas mais qui provoque ce genre d'effet. Les cicatrices, il aurait été approché, voilà, il aurait été près d'un champ électromagnétique ou quelque chose qui aurait eu cet effet-là sur ses poumons, pourquoi pas? En tout cas, pourquoi pas, avec des effets curatifs insoupçonnés. Et la camionnette aurait été balancée dans la boue par un hélicoptère militaire. Voilà. En même temps, je me dis que si l'armée en 74 maîtrisait des espèces de champs de force qui pouvaient ralentir des balles, elle l'aurait utilisé après. Voilà, on aurait quand même sur certains champs de bataille, je pense, même nord-américains. Bon, après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est toujours pareil. Alors là, je vais te proposer une autre hypothèse qui est assez étonnante, parce que je l'ai trouvée, elle a été évoquée dans le cadre de l'affaire Carlydon. Des gens ont dit, est-ce que tout ça, derrière, c'est pas... Alors, on est chez Freud, hein, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire... Enfin, ça relèverait pas de la psychanalyse. Pourquoi je dis ça? Parce que ça pourrait être... En fait, toute cette histoire pourrait être une manière de faire sortir une sorte de souffrance intime. Et la souffrance intime, c'est la vasectomie. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que dans cette histoire, en fait, il y a comme une sorte de dramatisation de la peur de Carlydon de ne plus servir à quelque chose. C'est souvent chez un homme, voilà, tu fais plus d'enfants. Il avait 4 enfants. Hein. Il avait 4 enfants. Et bon, il a des trucs. Et donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui est lié à ça? En tout cas, le parallèle est intéressant parce que les aliens le renvoient sur Terre en lui disant qu'il est inutile. En plus, suite à une expérience liée à la reproduction ou à la génétique. Et sur la planète, il voit une représentation symbolique de sa famille à lui. Il se voit, lui, en tant que père, avec ses 4 enfants. Il voit un homme avec 4 enfants. Et puis, alors, il y a l'image. Alors, ça, là, on est en plein comment dire, analyse freudienne. Il tire une balle qui tombe au ralenti dans la neige. Voilà. Donc là, on voit bien le symbolisme sexuel qui est derrière ça. Voilà, il tire à blanc, on va dire ça comme ça. Il tire à blanc. En tout cas, bon, je sais pas. Je l'avais pas vu comme ça, mais oui, effectivement. Oui, voilà. Non, mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça, c'est l'approche psychanalytique ou psychologique de l'histoire, où derrière, effectivement, un récit qui peut paraître ahurissant, il y a des éléments qui ramènent au témoin, qui ramènent à sa vie personnelle, intime ou presque cachée quelque part. Voilà. Alors bon, je sais pas ce qu'ils font en déduire. Il reste quand même les fameuses traces matérielles. Hein. Ça, c'est pas. On n'est pas dans la psychanalyse.
Ce qui est sûr, c'est que, comme d'autres, hein, je pense, je fais des parallèles avec Maurice Mas parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un caractère personnel, il y a quelques transversalités. Mais enfin, son secret, sur le coup, il l'emporte dans la tombe. Voilà, là, c'est un cas qui devient mythique dans la mesure où on ne pourra vraiment jamais savoir ce qui s'est passé, quoi. Sauf que l'armée nous dise, et encore, il y aura des gens pour dire, mais l'armée dit ça, c'est pour cacher les extraterrestres. Exactement. Alors, il y a peut-être un dossier qui traîne quelque part pour parler de l'affaire Carlington. Il y a des éléments encore mystérieux, hein, voilà, des questions sans réponse. Alors, Carlington ne nous les donnera pas, effectivement, il est décédé. Je ne pense pas que son épouse soit capable de rajouter quelque chose, mais je pense plus dans les enquêteurs, notamment sur l'enquête qui a été menée, parce que je pense que les policiers, vu quand même l'extravagance du récit, l'état dans lequel ils ont retrouvé le personnage, ils ont quand même fait des vérifications. À minima, ils ont fait des vérifications. Donc, on aimerait bien savoir ce qu'ils ont vérifié, ce qu'ils ont pu trouver ou pas. Alors, peut-être qu'ils ont trouvé des choses et qu'on leur a dit de ne pas trop aller plus loin. C'est possible. Bon, rappelons après qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont sortis dans le cadre des séances d'hypnose. On connaît les limites des séances d'hypnose. Oui, absolument. C'est pour ça que ce qui effectivement sort sous hypnose, c'est vraiment prendre avec des pincettes. Voilà, comme je l'ai dit, ça ne garantit absolument pas que c'est vrai. C'est juste le témoin qui pense qu'il voit ça. Enfin, lui, il est convaincu de ce qu'il raconte. Voilà. Mais c'est pas spécialement. On sait que les séances d'hypnose peuvent être tout à fait dirigées, orientées pour atterrir vers certaines conclusions. Mais on est quand même en 74. Et à l'époque, les cas d'abduction allégués sont pas très médiatisés. Alors bon, il y a eu j'avais noté Antonio Villas-Boas en 57, Betty et Barney Hill, voilà. Il y avait un Hickson et Parker, je me rappelle plus trop de cette histoire en 73. Bon, il y a quelques histoires, mais c'est pas Pascagoula, non? Peut-être, ouais, c'est possible. Ouais, c'est Pascagoula. Bon, je pense que c'est Pascagoula, ouais. Et en tout cas, voilà, il y a quelques affaires qui ont été médiatisées, mais pas tant que ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'exemple à puiser, on va dire. Et puis, bon, là, on est dans l'affaire Higdon, on est quand même proche d'un stéréotype. Hein. La personne toute seule, dans un endroit totalement désert, plutôt fin de journée, la nuit, voilà, et qui se fait enlever et qui fait une rencontre étrange en pleine nature, c'est courant. Hein. C'est courant. Ce qui se passe aussi, Jocelyn, et tu l'as dit, c'est que, bon, ok, les policiers sont intervenus parce que le gars était un peu perdu, mais ils communiquent à la presse locale et j'imagine que les enquêteurs de la Pro et du MUFON et d'autres structures peut-être ont été informés grâce à la presse locale. Si les policiers n'avaient pas parlé à la presse locale, il n'y aurait peut-être pas eu de médiatisation, il n'y aurait peut-être pas eu d'enquêteurs qui seraient allés sur place, et donc au final, on en saurait encore moins que ce qu'on en a su. Voilà, absolument. Alors peut-être qu'effectivement les associations UFO ont un peu plus d'éléments aussi. Moi j'ai quand même fait toutes les recherches possibles et imaginables. Bon, peut-être que quelque part quelqu'un de l'époque a gardé un dossier ou des choses et ça n'a pas été rendu public. Et voilà, ça traîne dans une archive quelque part, c'est possible. Encore une fois, on a passé, je connaissais ce cas, mais voilà, de l'entendre à chaque fois, c'est toujours une stupéfaction que ce cas ne soit pas plus connu que ça, quoi. Voilà, moi c'est quelque chose, je le dis honnêtement, pour moi c'est le côté le plus surnaturel du dossier. Je suis d'accord. Moi je pense que même du côté américain, que des ufologues d'aujourd'hui aillent exhumer un petit peu, aillent sur place et voir s'il n'y a pas des archives dans la police de Rawlings ou je sais pas où. Ou aller retrouver les rapports médicaux. Enfin, voilà. Oui, par exemple, des éléments supplémentaires qui viendront encore plus confirmer la véracité de tout ce qu'a raconté Higdon. Moi, c'est ça, le vrai mystère dans cette histoire, c'est ça. C'est une histoire étrange parce qu'en plus, il y a plein de choses totalement incongrues dans cette histoire. Bon, déjà, la conversation entre la créature, là, ça va, oui, ça va. Bon. mais en fait, souvent, dans les récits ufologiques, tu as des choses comme ça, de scènes surréalistes, qui tu dis, mais ça rime à rien. Et ça ressemble un peu... Alors, c'est là où tu peux te dire, on n'est pas très loin du rêve, de l'onérisme, parce que c'est un peu ce genre de dialogue qui n'ont pas de sens qu'il y a dans les rêves. Oui, mais alors, par exemple, si on en a parlé avec Thierry Gaulin dans le cadre de la sortie de son livre, si on prend le cas français de Rosa Parks, qui est un cas assez connu, mais il n'y a pas d'élément physique. Voilà, il y a la parole d'une personne, mais rien d'autre. Là, on a des éléments physiques, une bagnole qui se retrouve, on ne sait pas pourquoi où elle est,
un pick-up, hein, c'est pas un tricycle. La balle, les analyses. Voilà, enfin là, de se dire, merde, quand même, il y a du matos, c'est quand même fou. Voilà, moi j'avoue que je ne comprends pas que ce cas n'ait pas fait l'objet de documentaires comme peuvent l'être Varghina, qui va sortir avec James Fox. Je pense que ça mériterait de nouveau un petit focus, dans la mesure du possible. Exactement. En plus, non, mais tout à fait. Alors, le pauvre Carlington donc, est décédé là, début de cette année, d'une pneumonie suite au Covid. Il a attrapé le Covid. Mais bon, il était âgé. Alors, j'ai oublié son âge quand il est décédé, mais il était âgé. Il est né en 1933. Donc, et vous aviez réussi à commencer une correspondance ou Non, j'ai écrit parce que j'avais pas de mail, rien du tout, et je me suis dit qu'une personne aussi âgée, je ne sais pas s'il faisait encore de l'ordinateur, et donc j'ai envoyé un courrier, mais il est resté sans réponse. Peut-être que sa veuve me répondra un peu plus tard, je ne sais pas. On verra. Dommage, j'avais posé quelques questions, et j'avais posé notamment les fameuses questions qui est ce Gary Eaton? C'est ça. Voilà, un peu plus d'expression. Et est-ce que la police, est-ce qu'il était revenu sur les lieux avec la police? C'était vraiment les deux questions qui me taraudaient le plus. Son épouse ou ses enfants seraient peut-être à même de répondre. Peut-être. Faudrait parce que j'imagine que l'histoire dans la famille est quand même restée là. Enfin, ça a dû être. Peut-être que maintenant, comme il est décédé, peut-être qu'ils vont peut-être aussi parler un peu plus. Peut-être qu'il parlait pas parce que le Carlington était vivant, c'était son souhait de plus en parler. En même temps, il avait participé à cette émission en 2017 là on peut trouver sur YouTube. Il est très âgé, il est chez lui, c'est à distance, mais bon, il raconte exactement la même chose. Hein. Bon, voilà, c'est le Wyoming avec ses grands mystères. C'est un état ufologique. Rencontre du troisième type, fameuse Devil's Tower, c'est là. Elle est là-bas, elle est dans le Wyoming. Je crois que Lou l'habite. Lou Elizondo habite pas loin. En fait, et rencontre du troisième type, c'est que 3 ans après cette histoire dans le Wyoming. Donc voilà, mais c'est après. Donc c'est pas le gars qui a vu le film et qui. Non. Autant sur le cas de Frédéric Valentich, on sait qu'il voit rencontre du troisième type. Voilà. Là, il n'y a pas quoi. Je veux dire. Non. C'est ça qui est étonnant quoi. Bon, moi je trouve que c'est un des plus beaux cas ufologiques. Franchement, voilà, moi celui-là c'est un des plus étonnants. Bon, à voir, j'espère que le public français le découvrira aussi à la télévision, comme on le disait tout à l'heure. Parce que c'est vraiment toi celui-là qui leur a donné envie d'écrire dessus. Bon, wait and see, et puis comme tu dis, peut-être que sa veuve ou peut-être que ses enfants décideront. Si j'ai une réponse, je pense que je vais essayer de les relancer, tu vois, déjà de présenter mes condoléances et puis envoyer un petit message en expliquant, on verra, ça débouchera sans doute sur rien, mais on peut, voilà, faut tenter. Et je vais essayer de voir si je trouve les coordonnées des enfants. Peut-être que les enfants sont peut-être plus à même de me répondre ou de me dire non, on va oublier cette histoire. Je sais pas. Comme ça arrive de temps en temps. Après, moi, le seul espoir d'en savoir un peu plus, je pense, c'est plutôt du côté d'enquêteurs, d'archives dans la ville de Rawlins. Un petit peu. La police, il y a tu penses qu'elle serait pas sortie déjà? Pardon? Elle serait pas sortie déjà, tu crois? Je sais pas. Ou alors ça a été barboté, ou ça a disparu, ou ça a été. Voilà. C'est quelque part, mais c'est un peu. On ne veut pas en parler. Je sais pas. Bon, mais vous voyez, c'est un cas ouvert, un cas mystère, voilà, qui rentre dans le mythe, je trouve, de l'ufologie, de par la richesse et le côté intrigant de ce cas, effectivement. Complètement. Jocelyn, un grand merci d'avoir accepté de reparler de ce cas. Et encore une fois, voilà, je pense qu'il mérite vraiment encore quelques émissions, ce cas. Et alors, celui-là, tu vas l'enrichir un peu aussi ou tu te le laisses de côté pour l'instant? Dans le cadre de l'édition oui, en gros, dans l'édition qui va sortir en septembre, à moins que j'ai d'autres news, bien sûr, entre aujourd'hui et septembre 2022, mais sinon, ça devrait être à peu près voilà, tout ce que j'ai raconté ce soir, en plus détaillé, bien sûr, parce que j'ai survolé pas mal de passages. Tout est dedans. Ouais, exactement, il y a beaucoup plus de détails. Sur les séances d'hypnose, sur les détails sur le voyage dans l'espace. Enfin, moi, j'ai vraiment résumé. Mais tu me rappelles, bien sûr, le dernier livre que tu as sorti, il y a un peu plus d'un an maintenant, enfin pratiquement un an, jour pour jour. Zone paranormale. Voilà, je l'ai sous les yeux, en plus zone paranormale, parce que entre les dossiers inexpliqués, tu l'as mis en orbite quelque part chez toi. Il tourne autour de. Voilà, il fait partie de
de mes livres en hauteur, effectivement. Il y a SpaceX qui passe au-dessus de toi, et puis il y a mon livre de temps en temps. Je suis obligé de lever la tête. Avec OVNI d'Egon Kragel, avec les livres de Christian Bloomberg. J'ai aussi Les Sentinelles de Pangea, bien sûr, qui est à côté de. Ah oui, ça c'est autre chose, c'est un roman. Bien sûr. Donc ils sont là-haut, effectivement. Ils sont au top de ma bibliothèque. Jocelyn, un grand merci. Merci à toi, en tout cas, pour l'invitation. Tu es chez toi, bien entendu. Et puis on rappelle qu'on peut te retrouver au moins tous les lundis sur BTLV, dans le cadre des enquêtes, la libre antenne. Ouverte, libre antenne, effectivement. Ouais. C'est tous les lundis. Le rythme est tenu, et ça ne doit pas être évident quand même. Non. Enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent témoigner. Et puis parfois c'est très ovni. Et parfois, la dernière mission, c'était assez équilibré. On a eu 3 histoires d'ovnis. Le reste, c'était plutôt parapsychologie, fantômes, esprits, etc. Et je trouve ça bien que les gens aient cet espace de parole bienveillant, pas spécialement non plus naïf ou béat, mais voilà, qu'on puisse exprimer. On écoute, voilà, c'est des gens qui ont vécu quelque chose, ils viennent le raconter avec leurs mots, on essaie de les aider à formuler, à bien raconter leur histoire, on leur pose des questions avec Bob, et puis on essaie de temps en temps d'avoir une explication, un début d'explication, mais c'est très très dur. Voilà, c'est quelqu'un que tu connais pas, qui vient raconter au téléphone, dans l'anonymat, une histoire, donc forcément, tu peux pas en faire une analyse détaillée, tu peux pas faire une enquête comme ça en live. Mais parfois, c'est bien, on pointe du doigt des petits points, des petites récurrences, des petites choses. Et on voit, tous les témoignages OVNI sont assez intéressants parce que tu vois que en ce moment, il y a une recrudescence. Par exemple, on a beaucoup de témoignages de gens qui voient des boules lumineuses oranges, mais énormément, d'une part. Et d'autres, c'est la version triangle avec les 3 lumières blanches et au point du triangle et une lumière rouge au milieu. Et ça, on a beaucoup. Les boules oranges, c'est des lanternes taille, monsieur Keller, obligatoirement? Non, pas forcément. Non, parce que oui, bien sûr, non, mais ça, c'est sûr qu'on passe en revue toutes les possibilités, tu sais, les drones, on essaie de comprendre un peu. Mais parfois, la description du témoin est telle que tu l'écartes, quoi. Tu écartes les explications rationnelles et tu te dis, là, on ne sait pas. Je me permets un petit conseil, amis spectateurs. Et si vous voyez quelque chose, sortez le smartphone, mais n'oubliez pas de filmer des éléments du sol aussi, parce que souvent le problème c'est ça, c'est qu'on voit un point, vous bougez, on ne sait pas si c'est vous qui bougez ou si c'est l'objet qui bouge, mais surtout ayez des éléments du sol pour qu'on puisse avoir une idée de la hauteur, de la vitesse du déplacement, parce que si on n'a pas d'éléments au sol, on n'a pas d'éléments de référence, et concrètement votre film, on peut en dire ce qu'on veut, personne n'a raison et personne n'a tort. Voilà. Donc ça, c'est un bon petit conseil, toujours les éléments du sol. Et puis une autre personne qui note. Vous filmez. Il y en a un qui filme et il y en a un qui note. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est quand le phénomène est long, parce que souvent, dans les témoignages, ça dure 30 secondes, 20 secondes. Alors, rassurez-vous, si c'est long, c'est lanterne taille. Voilà. Oui, on a eu des témoignages de quelqu'un qui nous disait avoir vu un phénomène aérien qui durait 1 heure. Moi, ça m'a souvent pend-toi, parce que 1 heure, tu as le temps d'aller avertir tout le monde, tu as le temps de prendre des photos, de faire des choses. Et bon, voilà. N'oubliez pas, il y a plein de petites choses. Il y a des logiciels d'astronomie gratuits. Après quand tu es face à quelque chose qui est totalement déstabilisant, moi je comprends très bien qu'on ait un moment de sidération, mais bien sûr, et qu'on soit là en train de regarder qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis qu'on n'ait pas du tout le réflexe de dire je vais le filmer, je vais le machin. C'est après que ça vient. On a traduit cette fameuse interview là, assez courte, 7 minutes intéressante, avec Neil deGrasse Tyson, et qui effectivement ressort cet argument, mais qui en est un quand même. On ne peut pas non plus de dire j'attends la photo, on sort nos appareils pour tout et pour rien, et là on n'a rien de probant. Bon, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement juste non plus, quoi. Voilà, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a énormément de témoignages de gens qui sont scotchés, sidérés, et qui après sont dans la phase ah oui, il faut absolument que je garde une trace du phénomène, et souvent c'est trop tard. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que ça t'appelle pas avant pour dire ça va. Je vais te montrer un truc étonnant. Non. Mais voilà, donc c'est bien tous les lundis, libre antenne. Alors en plus, c'est en clair. À 19h. Vous n'avez pas besoin d'être abonné, c'est sur YouTube, et vous pouvez retrouver Bob, Jocelyn, et puis le rédacteur en chef de Bob, dont je. Non, il est plus là. Ah, d'accord, non, il est plus là. Non, il y a Valentin qui s'occupe des réseaux sociaux, voilà, d'accord, bon, qui travaille dans la rédaction, mais il n'y a plus de.
Il y a une rédactrice en chef, mais elle n'est pas dans l'émission. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, c'est toujours des moments intéressants, intrigants. Et parfois. Et dans la bonne humeur. Ouais, et dans la bonne humeur, voilà, il y a toujours un côté bienveillant, bien sûr, dans l'écoute de ces témoins, et c'est important. Jocelyn, écoute, un grand merci. On attend donc la sortie augmentée, parce que je crois que c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Nouvelle version, nouvelle édition des Affaires étranges. Et puis bon, alors c'est toujours pareil, c'est des livres qui prennent un petit peu de temps à faire. Et puis je dirais, plus ça va dans le temps et plus ils sont longs à faire, parce que pour trouver une quinzaine de cas intéressants qui permettre d'écrire un chapitre dessus, c'est pas évident non plus, surtout quand on a déjà bien creusé le sujet. Donc écoute, nous on attend avec impatience bien sûr un nouvel ouvrage de ta part, et on sera là pour en parler bien entendu. Après cette nouvelle édition, il y en aura en 2023. Voilà, le temps de... faut pas non plus après tirer l'élastique et puis faire des cas qui sont pas intéressants. Autant attendre un petit peu. Puis ça, je pense que ça sera sur une autre approche. Ce ne sera pas forcément des histoires. Enfin, bon, j'en reparlerai. On sera là. On sera là, c'est évident. Jocelyn, un grand merci. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, de je sais pas quoi. On ne sait pas quand vous regardez. N'oubliez pas les petits pouces bleus, c'est important pour l'algorithme YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous n'êtes pas au courant du nouveau contenu qu'on peut mettre. Et puis bien sûr, si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, parce que tout ça, on fait attention, mais quand même un petit peu des coups, vous pouvez aller sur notre page Tipeee, tipeee.com et Maybe Planet, et vous pouvez regarder une petite pub ou même faire un don en one shot ou récurrent, c'est bien vous qui voyez. Merci beaucoup Jocelyn, on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et on se dit à très bientôt sur le Maybe Planet. Ciao ciao. Ciao ciao.